Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition du 19h avec une actualité, vous allez le découvrir, extrêmement riche. Et pour commencer, cette victoire sans surprise, mais victoire tout de même, la 6e pour la tête de liste Georges Marsan qui avec ses 14 colistiers a remporté le scrutin communal. Le maire sortant sera notre invité dans ce journal. La semaine qui débute sera placée sous le signe des océans avec ce rendez-vous désormais incontournable du calendrier monégasque, la Monaco Ocean Week. Pour lancer l'édition 2023, la Monaco Blue Initiative s'est tenue aujourd'hui au musée océanographique. Nous retrouverons sur place Olivier Poivre d'Arvor, ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes, qui nous dira que Monaco jouera un rôle important lors de la conférence des Nations Unies sur les océans à Nice en 2025. Et alors qu'en marge des discussions et échanges, le prince souverain a reçu le président du Costa Rica qui a tout spécialement fait le déplacement à Monaco. La Roca Team sur tous les fronts, toujours en course pour les playoffs d'Euroleague et alors qu'elle domine le championnat de France, elle s'est qualifiée ce week-end à Trélazé pour la finale de la Coupe de France le 22 avril prochain face à l'Asvel. Nous reviendrons également sur le critérium cycliste qui s'est disputé dimanche et des airs de baroque au programme du Printemps des Arts. Le verdict des urnes est intervenu un peu après 22h dimanche soir. Il n'y avait pas de réel suspense, mais il y aurait pu avoir un second tour selon la participation. Cela n'a pas été le cas et la liste L'évolution communale conduite par le maire sortant a remporté le scrutin. Le récit de Vanessa Dessy sur des images de Thomas Deus. C'était un enjeu plus démocratique que politique. Les élections communales se sont déroulées à liste unique. L'évolution communale est tout naturellement élue. Le maire sortant dévoile sa nouvelle feuille de route aux multiples projets. Les Monégasques se sont déplacés et puis ils soutiennent aujourd'hui un programme qui est très important, qui est en dehors des actions quotidiennes de la mairie pour la proximité. On a un programme très structurant. 4 nouveaux visages s'engagent auprès de Georges Marsan, connu de l'administration mais pas de la vie politique. Il s'agit de Nada Lorenzi, chargée de mission au département des affaires sociales et de la santé, Nathalie Vacarezza, retraitée de la fonction publique, Jean-Luc Puot, directeur de l'aménagement urbain à la mairie, et Georges Gambarini, chargé de mission à la direction des services numériques. C'est l'envie de faire plus tout simplement, ça fait 4 ans maintenant que je suis rentré en principauté. Un attachement particulier à la mairie, à l'institution, à ce qu'elle fait pour la principauté. Donc j'avais envie de faire un peu plus, de servir différemment. Alors c'est un peu plus de travail forcément, mais ça va s'organiser sans problème. Énormément de grands projets, notamment parce qu'il y a de la livraison d'infrastructures majeures pour la mairie qui vont servir les jeunes, les plus anciens et le lien intergénérationnel notamment. 3016 monégasques se sont présentés aux urnes ce dimanche, soit un taux de participation de 39,66%. Jacques Pastor arrive en tête et atteint le maximum de voix, soit 2634. Et la tête de liste de l'évolution communale, le maire sortant, est avec nous ce soir. Bonsoir Georges Marsan. Bonsoir chère Patricia. Vous êtes à l'aube d'un 6e mandat. Quelle saveur cette victoire a-t-elle par rapport aux précédentes élections victorieuses ? C'est une victoire, c'est vrai, on était tous très motivés, mais évidemment, on a eu beaucoup de travail pour notre campagne, mais vous savez que la mairie organise toutes les élections, et il ne faut pas oublier qu'un mois et demi avant, on était sur le front, à l'espace Lo-Ferré, pour les nationales. Donc vraiment, bon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est soulagé, mais toutes les équipes étaient quand même épuisées. Et puis nous, notre équipe a remporté une belle victoire avec une nouvelle liste. Et donc nous sommes très contents avec des beaux projets en vue. Il n'y avait pas d'opposition sur ce scrutin. Est-ce que cela change un peu la donne en termes de première réaction ? Le fait de ne pas avoir de liste concurrente, c'est vrai que ce n'est pas bon pour la participation. Bon, c'est comme ça, c'était également le cas en 2019. En revanche, on a quand même amorti le choc, si j'ose dire, sur la participation parce qu'on se donnait comme objectif, on ne voulait pas d'effondrement, on se donnait comme objectif 40%, nous avons eu 39,66%. Les Monégasques se sont quand même déplacés, mais c'est largement insuffisant, que ce soit pour les nationales ou les communales. Je crois qu'il faut vraiment faire un travail pour motiver notre population et surtout les jeunes.
L'équipe qui vous accompagne et qui a été élue est composée de conseillers et adjoints expérimentés et de petits nouveaux. Pouvez-vous nous présenter cette liste nouvelle formule? Cette liste a été choisie pour d'abord évidemment les compétences, l'expérience et évidemment quand on est dans une liste pour l'évolution communale, l'esprit d'équipe. Et quels seront les grands axes, les grandes ambitions de ce nouveau mandat? Alors nous, bien évidemment, on va continuer à travailler pour le quotidien, pour faciliter le quotidien des Monégasques. C'est quand même la première prérogative et compétence de la mairie. On est connu pour ça. On est une administration de proximité. Donc, dans tous les domaines, bien entendu, nos aînés, le social, la petite enfance qui amène une priorité et qui fait partie de l'attractivité de Monaco, où on va avoir de nouveaux services dans les crèches, mais de nouveaux bâtiments. Ça va être le mandat où il y avoir le plus de projets structurants. Puisque tout de suite, on va avoir un projet intergénérationnel social, c'est l'espace Lamartine. C'est la fameuse Villa Lamartine, hein, c'est un site intergénérationnel et pluridisciplinaire. C'est vrai qu'on travaille depuis 3 ans sur la Villa Lamartine, donc heureusement, dans quelques mois, c'est ouvert. Puis on a des projets qui datent depuis 10 ans, c'est la nouvelle médiathèque. Le nouvel espace Léo Ferré, on veut en faire une salle de référence pour les spectacles. Et bien sûr, on est très attentif à un projet qui va arriver à bout d'ici 2 ans. C'est notre jardin exotique qui fait partie de notre patrimoine. Donc les travaux de sécurisation, de restructuration vont être faits d'ici 2 ans. Mais nous, entre-temps, peut-être le plus important, on va profiter de ce renouveau du jardin exotique pour avoir un projet muséal très moderne. Et puis, bien entendu, pour notre population, il y a tout ce que l'on va faire au niveau des marchés, et notamment sur la restructuration du marché de la Condamine. Ça va être la 4e restructuration. En ce lendemain d'élection, on vous sent débordant d'énergie, extrêmement motivé. Mais est-ce que ce sera votre dernier mandat, Georges Marsan ? Alors moi, comme j'ai toujours dit avec mon mentor, Anne-Marie Campora, on avait décidé pour l'évolution communale une limite d'âge à 80 ans pour se représenter. Donc j'appliquerai cette règle à moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai jour pour jour 66 ans. J'ai un peu de marge, mais je le dis toujours, il faut que Dieu vous prête vie. Il faut le préciser aussi, vous avez été l'un des maires les plus jeunes de Monaco. Merci voilà, Georges Marsan d'avoir répondu à cette invitation au lendemain de la victoire de la liste que vous conduisiez aux élections communales. Merci Patricia, à bientôt. Et c'est le 18 avril que le nouveau conseil communal sera officiellement investi. Elle a marqué l'ouverture officielle de la Monaco Ocean Week 2023. La Monaco Blue Initiative a réuni aujourd'hui de nombreux scientifiques, experts, des ONG, des responsables politiques et des représentants de la société civile. Quels sont les grands enjeux de ce rendez-vous, Fabien Bonilla ? Oui, il s'agit de la 14e édition. La Monaco Blue Initiative a été lancée en 2010 par le Prince Albert II. Elle est co-organisée par l'Institut océanographique, la Fondation Albert Ier et la Fondation Prince Albert II. Cette plateforme de discussion réunit chaque année, dans le cadre de la Monaco Ocean Week, les grands acteurs de l'océan pour aborder concrètement les défis mondiaux de la gestion et de la conservation des océans. Le Prince Albert II a ouvert ce matin officiellement la 14e édition de cette Monaco Blue Initiative au musée océanographique. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du souverain. Embrasser la diversité des enjeux maritimes et pour cela travailler avec l'ensemble des acteurs des mers, telle est bien l'ambition de la Monaco Blue Initiative. À cet égard, et cela est trop rare pour ne pas être souligné, nous avons cette année quelques motifs de satisfaction. Des avancées importantes ont été obtenues au cours de ces derniers mois. Je pense bien entendu d'abord à l'adoption le 4 mars dernier par les Nations Unies du traité sur la haute mer. Ce traité ouvre enfin de véritables perspectives, non seulement de préservation, mais aussi de gestion et d'exploitation durable de la haute mer, qui représente, vous le savez, plus de 60% de l'océan mondial. Cet accord est un vrai motif d'espoir. La même exigence vaut pour une autre avancée obtenue au cours de ces derniers mois. L'engagement dit 30-30, fixé par le cadre mondial pour la biodiversité, adopté en décembre 2022, et qui fixe enfin l'objectif de protéger 1/3 des surfaces terrestres et marines d'ici à 2030. Ce travail, il nous faut le poursuivre et l'amplifier, c'est l'un des objectifs de la journée d'aujourd'hui, et inventer ainsi tous ensemble
un modèle de développement capable de réconcilier enfin l'humanité et l'océan. Je vous remercie. Thank you very much. Cette 14e édition a réuni environ 200 personnes, des chefs d'État comme le président de la République du Costa Rica, mais aussi des responsables de gouvernements, d'organisations internationales, de la société civile, du secteur privé ou scientifique. Tous sont acteurs et décideurs de la gestion durable et de la conservation des océans. Plusieurs thèmes ont été abordés, la pêche durable, les ambitions pour 2030 en termes d'aires marines protégées, la restauration des écosystèmes marins et enfin la préservation de la Méditerranée de façon durable. Pour finir, il faut savoir que les recommandations issues des débats de la Monaco Blue Initiative alimentent les discussions et les négociations lors de grands rendez-vous internationaux. Et il y a justement, Fabien, un grand rendez-vous international qui se prépare. À l'horizon 2025, Nice accueillera la conférence des Nations Unies sur les océans et Monaco jouera un rôle important à cette occasion. C'est ce que va nous révéler l'ambassadeur français pour les pôles et les enjeux maritimes en charge de coordonner cet événement. Bonsoir Olivier Poivre d'Arvor. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur français en charge des pôles et des enjeux maritimes. Aujourd'hui paraît le rapport du GIEC. Tout est imbriqué, climat, pôles, mers et océans. Oui, on parle de 70% de la surface du globe, mais en fait c'est 80%. Si vous mettez ensemble, en effet, l'océan global, 70%, les pôles, l'Arctique et l'Antarctique, et tout le système de l'hydrosphère, en fait, des fleuves, des rivières et des zones humides, c'est 80% de la planète dont on parle et tout est imbriqué. Et en effet, quand ça va bien quelque part, ça va bien partout, mais malheureusement, ça va mal partout. Ça va mal partout parce que le sujet des pôles passionne, mais quand les pôles fondent, la mer va mal et les territoires de la Terre sont malheureusement en voie de submersion. Mais globalement, est-ce que l'on avance peu à peu? Il y a eu l'accord récemment sur la haute mer. On reproche souvent aux COP d'être restées stériles ou lettres mortes, mais malgré tout, il y a espoir que tous les signaux d'alerte et les bonnes intentions fassent finalement avancer les choses. Oui, on avance très vite. Pourquoi? D'abord parce que le climat, il y a 40 ans, personne ne connaissait. L'océan, il y a 20 ans, personne ne connaissait. Dans la perception du grand public, l'océan est en haut de l'agenda. En tout cas, il est haut de l'agenda des négociations, vous l'avez dit, que ce soit à Montréal récemment avec l'accord de protection de 30% des surfaces marines d'ici 2030, ou évidemment avec le traité de la haute mer à New York, dans le cadre des Nations Unies. Donc, en effet, je suis très optimiste, mais à partir d'un constat très pessimiste, parce que ça fait des décennies d'ère industrielle où nous avons non seulement négligé, mais massacré l'océan avec nos pollutions plastiques, industrielles, et avec tous les effets du changement climatique dont nous sommes responsables. Vous avez évoqué cet élan insufflé par les Nations Unies. Vous représentez la France et le président français, et à ce titre, vous êtes en charge, en quelque sorte, du grand rendez-vous qui se tiendra en 2025 à Nice. Ce sera un rendez-vous peut-être capital. Nous avons choisi de le faire dans la région sud, à Nice. Et c'est pas pour rien, parce que Monaco est à côté. Et donc, les discussions que nous avons eues avec la principauté ces derniers jours, pendant cette conférence importante, aujourd'hui, la Monaco Blue Initiative, normalement, devrait faire de Monaco un acteur essentiel de tout cela. Oui, nous avons la possibilité en 2025 de faire pour l'océan ce qui a été fait en 2015 à Paris pour le climat. Et c'est ce que nous voulons faire. Et donc c'est ambitieux, mais nous allons réunir à très haut niveau le monde économique, probablement à Monaco pour tout vous dire, mais le prince décidera, et puis le monde scientifique à Nice, avant cette conférence politique, de manière à ce qu'avec la société civile, ensemble, il y ait un pacte, ce qu'on appelle un New Deal for the Ocean, qui permette évidemment, comme en 2015, d'avoir des objectifs et un agenda pour 2030. Oui, parce que la France que vous représentez est le deuxième espace maritime mondial. C'est un pays donc qui a un rôle important à jouer. Et dans cet engagement, il est, j'imagine, précieux d'avoir des alliés tels que le prince de Monaco, fervent défenseur des mers et océans. Oui, vous savez, en fait, il y a des pays qui ont des grands espaces économiques, mais il y a surtout des pays qui ont des grands leaders. Le prince Albert II, son ancêtre évidemment, mais lui aujourd'hui est un de ces grands leaders depuis si longtemps. Le prince Charles l'a été. Emmanuel Macron a vraiment, depuis le One Ocean Summit, notamment organisé à Brest l'année dernière, et en étant candidat pour organiser cette grande conférence des Nations Unies, est aussi un de ces grands leaders. Donc maintenant, on va essayer vraiment d'être très concret pour 2030.
décarbonation, lutte contre la pollution plastique, mise en place de ces aires marines protégées en haute mer, tous ces éléments extrêmement concrets, puis mettre ensemble autour de la même table ceux qui exploitent la mer, qui doivent l'exploiter durablement, ceux qui la protègent et ceux qui la gouvernent. C'est justement la pertinence de rendez-vous tels que la Monaco Blue Initiative, à laquelle vous avez participé aujourd'hui, en marge de ces grands jalons onusiens comme la conférence de 2025. Il est important qu'il y ait ce partage d'expérience comme il se déroule actuellement à la Monaco Blue Initiative. Monaco a vraiment été un lanceur d'alerte sur le sujet des océans. Et avoir ce rendez-vous régulier, en effet, où il y a une très grande mixité de cultures, mixité de pays, mixité d'intérêts aussi, fait que là, vous avez un groupe d'agents extrêmement concernés par ce sujet de l'océan et qui ont été des pionniers. Et c'est pour ça que, pour nous, ce qui a été fait à Monaco doit être mis en valeur à l'échelle des Nations Unies lors de cette conférence de 2025. Et j'ai assisté à des débats passionnants sur la pêche, sur l'économie bleue, là, toute cette journée, dans une ambiance à la fois très chaleureuse, mais en même temps extrêmement studieuse et grave. Grave parce que ce dont nous parlons, c'est l'avenir de l'humanité, c'est la possibilité ou pas, en raison de la montée des eaux, qu'1 milliard de personnes se retrouvent sous la mer. Enfin, il y a des enjeux majeurs pour nous tous, évidemment, et ici, ils sont traités de manière très exemplaire. Et des débats qui vont trouver un prolongement tout au long de la semaine à l'occasion de la Monaco Ocean Week à Monaco. Merci beaucoup Olivier Poirevaux d'Arvor d'avoir répondu à notre invitation alors que se tenait aujourd'hui la Monaco Blue Initiative. Merci à vous. Et ce sont au total pas moins de 47 événements qui seront organisés tout au long de la semaine à Monaco pour célébrer l'Ocean Week. Nous y reviendrons bien sûr quotidiennement dans nos journaux sur Monaco Info. Comme chaque lundi, l'actualité sportive est importante, notamment en sport-co, avec tout d'abord cette victoire hier soir qui donne un peu d'air à la SMFC. Les footballeurs monégasques sont allés s'imposer 2-0 à Ajaccio. Ils occupent la 4e place du classement de Ligue 1. Et dans les rangs monégasques, il n'y aura pas de trêve pour Axel Disasi. Le défenseur a été appelé par Didier Deschamps en renfort en vue des matchs éliminatoires de l'Euro 2024 prévus les 24 et 27 mars. Il remplace le joueur d'Arsenal William Saliba qui s'est blessé. Un week-end qui a également souri à la Roca Team que l'on n'arrête plus. Après un bel enchaînement en Euroleague, les basketteurs monégasques sont allés chercher ce week-end à Trélazé leur qualification pour la finale de la Coupe de France. Ils ont battu tour à tour Pau et Le Mans. De belles rencontres très disputées, mais qui ont permis aux monégasques de montrer qu'ils étaient sur tous les fronts. Bonsoir Yacouba Ouattara. Bonsoir. Mais comment faites-vous? L'équipe a enchaîné en peu de temps 3 matchs, tout en sachant que chaque match d'Euroleague est très précieux. Quel est le secret physique et au-delà mental de la Roca Team? Je pense que le secret, c'est qu'on a une équipe qui a beaucoup de cœur, qui veut gagner tous les matchs et qui se bat à chaque instant, chaque match. Donc je pense que c'est notre cœur. Le secret est là. Vous irez donc le 22 avril à Paris pour disputer la finale de Coupe de France. Grâce à ces quarts et demi remportés ce week-end, rien ne pouvait vous arrêter, hein, samedi et dimanche. Ouais, sincèrement, on peut être fiers de nous parce que c'était pas mince à faire. On a fait un gros match contre Pau où on a vraiment été sérieux. Derrière, la façon dont on a gagné hier face au Mans, pardon. C'était vraiment une très grosse et très belle victoire parce que il y a eu de l'intensité, hein. Ouais, énormément d'intensité, beaucoup de choses qui n'allaient pas dans notre sens. Et malgré tout ça, on a su rester concentré et on est resté soudés et on a réussi à gagner ce match-là. L'équipe semble en tout cas avoir su trouver les ressources nécessaires pour pallier l'absence de Mike James. Est-ce une situation tenable sur le long terme compte tenu des enjeux qui vous attendent? C'est sûr que là on est sur une bonne dynamique là, avec le groupe actuel. Après je pense que Mike nous fera aussi beaucoup de bien à l'avenir parce qu'on est que 10 joueurs. Enfin, il nous reste quand même plus de 20 voire même 30 matchs à jouer encore dans la saison. Donc
il faut... ça risque d'être difficile de le faire avec si peu de rotation. Oui, ça va être extrêmement long. Et en finale de Coupe de France, vous retrouverez un vieil ami, l'Asvel, les deux clubs du championnat de Betclic Elite qui évoluent aussi en Euroleague avec des fortunes diverses. C'est une finale logique et prometteuse? On va dire que ouais, la logique du classement du championnat de France a été respectée. Après, l'adversaire de toujours, l'Asvel, encore et toujours. Bon, cette année, les oppositions vous réussissent plus. Ouais, c'est vrai qu'on est à 4 victoires d'affilée. Après, ça veut tout et rien dire à la fois parce que là, c'est un match coup près. Et on sait que sur les matchs coup près, tout peut arriver. Et voilà, après, je pense que nous, comme je dis souvent, on peut battre tout le monde. Mais les choses vont dépendre de nous-mêmes. Comment on aborde le match, comment on est sérieux. Si jamais, en tout cas, on y va avec le même état d'esprit qu'on a pu avoir ces 2 derniers jours, voilà, on part sur de très bonnes bases. Mais Yacouba, une Coupe de France, un championnat, des playoffs d'Euroleague et qui sait peut-être même plus, ce n'est pas trop risqué de courir 3 lièvres à la fois? Non, justement, c'est ce qu'on voulait. C'est ce pourquoi on a signé ici et c'est ce que tous les joueurs rêvent. On veut le maximum de trophées et voilà, c'est sûr que physiquement c'est dur, mais c'est le prix à payer pour arriver à jouer à de tels niveaux. On vous souhaite une réussite sur les 3 tableaux. Merci Yacouba d'avoir répondu à notre invitation au lendemain de cette qualification pour la finale de Coupe de France. Et déjà 2 rencontres vous attendent cette semaine à domicile. Le premier match face au Portel ce mardi et Valence jeudi en Euroleague. C'est ça, ouais, on enchaîne, le calendrier continue. C'est un rythme effréné, mais bon, c'est comme ça. Mais vous êtes poussé par les fans qui sont tous derrière vous. Merci beaucoup Yacouba. Merci à vous. 2 matchs cette semaine donc et la finale de Coupe de France, ce sera le 22 avril à Paris-Bercy. Et pendant que la Roca Team signait sa qualification pour la finale de Coupe de France, ça roulait dans les rues de Monaco avec le peloton du 48e Critérium cycliste de Monaco qui a réuni plus de 300 participants. Vanessa Dessy était sur place avec Thomas Deus. Ils étaient plus de 300 cyclistes ce week-end à s'affronter sur 1330 mètres de parcours à l'occasion du 48e Critérium cycliste de Monaco. Un tracé très technique en pleine ville qui présente tout de même son lot de difficultés. C'est un parcours très nerveux. Il y a une petite montée, on ne dirait pas que c'est pas grand-chose, mais à chaque tour, la répétition des efforts, ça fait que ça le rend vraiment très difficile, très usant. Et toute la difficulté est là. Lors de la course reine des élites qui clôturait la journée, le public a pu assister à un véritable numéro. Aux couleurs de Monaco, Christian Belovogic et Maxime Billy, les coureurs de l'Union cycliste de Monaco ont su se démarquer avec pour la première fois de son histoire un doublé issu de la même équipe sur le podium. Le scénario idéal en fait c'est celui-là, c'est partir en échappée pour pouvoir pallier les contres qu'il y a derrière dans le peloton. Notre tactique c'était ça, il fallait qu'on ait toujours quelqu'un dans l'échappée et là en avoir 2 ça a été c'est rêvé, c'est vraiment la course rêvée parce que devant ils ont pris leur relais, ils ont gardé leur tempo, le temps a tout le temps augmenté, donc à 10 tours de l'arrivée on a compris que c'était déjà de bon augure pour nous, sauf problème mécanique bien sûr, on croise les doigts toujours jusqu'à 1 ou 2 tours de l'arrivée. Mais là, 2 gars de la même équipe de chez nous, en plus à domicile, c'est le scénario parfait pour l'UFC Monaco. Là. Pour la suite du club monégasque, l'équipe Espoir moins de 23 ans se prépare à s'engager sur les plus grandes courses du calendrier international. Le printemps des arts se poursuit. Cette année, les organisateurs ont fait le choix de mettre en lumière notamment le travail des femmes chefs d'orchestre. Elles sont nombreuses dans la programmation de l'édition 2023 du festival. Et parmi elles, Stéphanie Marie Degan, qui était accompagnée d'un ensemble qu'elle a créé, la Diane française. José Sacré et Alexandra Marangoni ont assisté à ce concert de musique baroque. Avec au programme des œuvres de Rebel, Francoeur, Leclerc, Locatelli, Gemignani, Vivaldi et Jean-Sébastien Bach, la Diane française, un ensemble créé et dirigé par la violoniste Stéphanie Marie Degan, était samedi 18 mars l'invité du Printemps des Arts.
La Diane française, c'est une référence à Louis Aragon, c'est le poème de la Résistance qui va avec le célèbre Liberté d'Éluard. Et c'est vraiment pour célébrer l'esprit français, à la fois l'esprit français qui s'est diffusé en Europe, mais aussi l'esprit français qui a importé l'Europe en lui et qui l'a absorbé. C'était une jolie manière d'avoir un peu une spécialité, de se passionner pour un sujet précis. Et puis l'autre aspect de cet ensemble, que j'ai créé maintenant il y a 6 ans, c'est de faire participer les meilleurs jeunes musiciens tout juste diplômés que j'ai eu la chance de former, par exemple au Conservatoire de Paris, dans des productions directement professionnelles de haut niveau. Vous êtes violoniste et chef d'orchestre. Qu'est-ce que ça vous apporte de jouer du violon et de diriger en même temps? On est au cœur de la musique, on fait avec, parce que ce qui est merveilleux quand on est chef d'orchestre sans instrument, c'est qu'on gère la musique un peu comme un sculpteur de son, un sculpteur immatériel, mais on joue plus. Et c'est vrai que quelquefois ça peut être hyper frustrant parce qu'on a envie de quelque chose et c'est pas nous qui le faisons. Donc c'est merveilleux de gérer musicalement un programme et en même temps de partager, mais c'est aussi merveilleux, là je viens de diriger une messe de Haydn. Prochain concert le 22 mars à 15 h, le Printemps des Arts de Monte-Carlo donnera carte blanche au Conservatoire. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo. Après un week-end plus ou moins chaotique du côté du ciel, la semaine a bien commencé lundi. Cela va-t-il durer, Vanessa Dessy ? Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps restera très agréable durant la journée malgré quelques nuages insignifiants. Les températures oscilleront de 11 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 18h44. Et nous fêterons les clémences. Refermons ce journal avec l'une des principales informations, la victoire aux élections communales de la liste conduite par Georges Marsan, qui s'apprête à entamer un 6e mandat consécutif. La soirée électorale en photo, c'est une série de fin de journal signée Frédéric Desberger. Je vous retrouve pour ma part demain à 19 h pour un nouveau journal. Très belle soirée à vous.